Aux États-Unis, les indices sont mitigés. Légère hausse du Dow Jones, léger repli du Nasdaq. Grégory Volokin est avec nous, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. On imagine que chez vous aux États-Unis, à New York où l'on vous retrouve, on digère le débat de la nuit dernière heure française, entre Joe Biden et Donald Trump. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on se dit sur ce dernier débat de la présidentielle la nuit dernière, Grégory ? Je dirais qu'on peut dire qu'on est totalement à l'opposé du premier débat. Premier débat, on pouvait dire que tout le monde était perdant. Là, on peut pratiquement dire que tout le monde a gagné. Alors, qui a gagné dans ce débat ? Donald Trump ne s'est pas énervé. Il n'a pratiquement pas interrompu Joe Biden, et il a répondu aux questions, même s'il répond très souvent aux questions par des mensonges. Ça, c'est une habitude que l'on a. Mais il a répondu aux questions politiques sur des sujets importants, que ce soit le Covid, l'immigration, politique étrangère, l'économie, les impôts, etc. Joe Biden, lui, il a été Joe Biden, comme à son habitude. Je dirais que peut-être la chose la moins bien qu'il ait fait pendant le débat, c'était après 1h25 regarder sa montre et même l'enlever de son poignet. On voyait qu'il était assez exaspéré. Quand Trump, 2 fois, s'était comparé à George Washington, rien de moins, Biden avait dit « Oh my God » en levant les yeux. Mais Biden aussi répondait aux questions. Peut-être qu'on l'a poussé un peu loin dans ses retranchements vis-à-vis de l'énergie. Il a dit qu'il n'était pas contre le fracking, mais qu'il le suspendrait dans certains États, etc. Bon, on pourrait dire, si on faisait un sondage, les deux sont arrivés à peu près au même niveau. Et même la journaliste, Karine Walker, elle, alors, tous les louanges possibles, elle a très bien mené le débat, posé les questions, n'a pas laissé les candidats aller dans d'autres directions. Donc, je dirais, c'est pas un débat qui aura changé beaucoup d'opinions. Peut-être que c'est ça qui aurait été nécessaire pour Donald Trump, mais je crois que la première idée maintenant, vraiment qu'il faut avoir, c'est que le fossé entre les deux se resserre et que les élections vont être très serrées d'ici 10 jours. En effet, on est à une dizaine de jours désormais de ce scrutin. Chaque indicateur macroéconomique du coup sera regardé à la loupe pour voir évoluer la courbe de la reprise et de la croissance aux États-Unis à mesure qu'on s'approche de cette présidentielle. Aujourd'hui, on a des statistiques du coup assez intéressantes. Les markets PMI, manufacturiers et services, Grégory, quel signal nous envoient ces deux indicateurs sur la dynamique américaine ? C'est un signal, je vous écoutais, qui est exactement l'inverse de celui de l'Europe, puisque par exemple le market des services est arrivé à 56, c'est le meilleur niveau depuis février 2019. Donc tout ça pour vous dire que le mois d'octobre, sur la plupart des indicatifs économiques aux États-Unis, confirme l'idée d'une reprise, pas très forte, mais une vraie reprise économique. Et ça, c'est peut-être aussi un argument important pour Donald Trump, qui dit tout le temps maintenant, si Biden est élu, il va de nouveau fermer l'économie. Ça va être confinement, ça va être shutdown. Or, évidemment, pour que l'économie puisse avoir des résultats tels que ceux qu'on peut voir à travers les enquêtes market, il faut que le plus de secteurs de l'économie possible soient ouverts. Donc là aussi, ça va être sûrement très politisé, mais en tout cas, on peut dire que ces statistiques du jour sont encourageantes pour l'économie américaine. Il y a beaucoup de publications, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En ce moment, on est sur ces annonces des entreprises pour le 3e trimestre. Dans le bal des publications du jour, on voit Intel trébucher aujourd'hui. Grégory, résultat très mal reçu par les marchés américains chez vous à Wall Street. Qu'est-ce qui se passe autour d'Intel ? On peut dire en fait que si les résultats sont OK, on pourrait dire que les résultats sont OK, mais quand on voit le détail de ces résultats, c'est là qu'on voit qu'ils sont en fait catastrophique. Pourquoi ? La plus grosse source de revenus de Intel, c'est la vente de semi-conducteurs à tout ce qui est gros serveurs. Par exemple, pour l'intelligence artificielle et puis surtout pour le cloud. Cette vente s'effondre de plus de 10%, alors qu'on est dans un secteur, le cloud, où il y a beaucoup de croissance. Alors qu'est-ce que ça laisse à penser ? Ça laisse à penser que tout simplement Intel est en train de perdre ses marchés les plus importants. Et qui gagne les marchés que Intel est en train de perdre ? C'est les deux vainqueurs de cette année sur les marchés, c'est Advanced Micro Devices et Nvidia. D'autres chiffres qu'articule Intel sont extrêmement inquiétants aussi. Par exemple, leur profitabilité, leur marge.
on avait l'habitude avec un Intel de marge au-dessus de 60%. Là, ça descend vers les 50%. C'est un effondrement de la marge. Ils parlent de leur future technologie Nano 7. Sauf qu'ils savent même pas encore maintenant si ces nouveaux semi-conducteurs vont être construits dans les propres usines ou bien s'ils vont devoir s'adresser par exemple à un Taiwan semi-conducteur. Donc vraiment là, on peut dire que Intel est une compagnie qui est en train de se chercher, si on est gentil, qui a peut-être manqué un gros virage ces dernières années. Donc la baisse du titre aujourd'hui ne devrait pas étonner les investisseurs. C'est trop tôt pour revenir dans Intel. Il faudra vraiment qu'ils montrent comment redresser la part, comment regagner des parts de marché dans un marché qui quand même, surtout quand on commence à parler et à articuler le mot cloud, est un marché extrêmement porteur. Ce titre Intel qui recule post-publication du coup, bien sûr. Un autre titre à surveiller. Alors on change complètement d'univers et on va s'intéresser, bon il reste encore 2 mois avant Noël, mais on va s'intéresser à nos enfants avec Mattel, la publication de Mattel qui pour le coup séduit les marchés. Là, grâce à qui, Grégory? Merci à qui? Je crois qu'il faut dire merci aux parents, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que très naturellement, les parents qui ont été confinés ou le sont encore très souvent en télétravail aux États-Unis, avec leurs enfants qui aussi très souvent ne vont toujours pas à l'école et sont devant leur ordinateur, ils se sont rendus compte que ces enfants, ils ont besoin quand même d'avoir des activités, que ça soit de jeux ou des activités sociales, qui ne soient pas uniquement sur leur iPhone ou sur leur tablette. Or, qu'est-ce qui est le mieux pour, par exemple, une petite fille que de jouer à la poupée? D'autant plus si cette petite fille, elle peut pas voir ses copains parce que ses copains sont aussi ou ses copines sont aussi chez eux confinés avec leurs parents. Donc là, je pense que tout simplement, on a redécouvert dans les familles américaines l'importance du jeu traditionnel. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les iPhones, c'est pas du tout la question. Mais il faut qu'il y ait aussi de la place à ces jeux qui donnent quand même pas mal part à l'imagination. Alors Barbie, justement, les ventes, elles sont en hausse de 30% sur le trimestre. C'est important. Il faut aussi se dire que tout le monde avait enterré ces grands fabricants de jeux vers la deuxième moitié de l'année en disant bon, les magasins sont fermés et puis les gens ils ont autre chose à faire que d'acheter des jouets alors qu'en ce moment on est dans une grosse crise économique et sanitaire. Non, je pense qu'il y a un retour aussi vers les jouets et même les ventes en ligne donc de notre ami Mattel sont excellentes. C'est une hausse de 49 à 50% et les commandes des grands distributeurs, les Target, les Walmart sont arrivées et sont importantes aussi. Donc je dirais pour Mattel et pour son concurrent, tout va très très bien avant ces fêtes de Noël. Les jouets traditionnels qui prennent leur revanche. C'est la revanche de Barbie, on peut aussi le voir comme ça face aux nouvelles tendances, à la tech, à l'immatériel. Ce titre Mattel gagne aujourd'hui un peu plus de 8,5% aux États-Unis, $14,06. Secteur du coup dans lequel vous croyez les jeux traditionnels. Grégory, chaque jour vous nous apportez un conseil, une recommandation d'investissement à Wall Street. On parlait de Mattel à l'instant, il n'y a pas que Mattel sur ce secteur. Quelle est votre recommandation du jour? Et voilà, c'est le concurrent en fait, l'autre grand du jouet aux États-Unis, c'est Hasbro. Alors Hasbro, ils ont une énorme gamme de jeux. Ça va du Scrabble au Monopoly, en passant par Transformers, en passant par tous les jeux dérivés de Marvel. Et je dirais l'idée aussi avec Hasbro est que c'est une compagnie qu'on redécouvre au niveau des loisirs. Et en plus, Hasbro a fait des très gros investissements, je dirais, dans l'électronique d'une certaine façon, dans des jeux qui sont eux aussi, alors cette fois, sur plateforme électronique. Quand on pense aux fêtes de fin d'année, de cette année qui a été quand même très très particulière, je pense que les Américains vont franchement penser à essayer de faire plaisir à leurs enfants, très bien, mais aussi avec des choses un peu concrètes. On est tellement, je dirais, dans cette économie du virtuel qu'on ne peut pas toucher. Quand vous commencez à parler d'un jeu comme le Scrabble, le Monopoly, Cluedo, et tout ça, on joue, on s'assied, on est en famille. C'est plutôt encourageant, je dirais. Et en même temps, comme on le voyait déjà avec Mattel, pour une compagnie comme Hasbro qui n'a pas encore publié ses résultats, en principe, les résultats devraient être très satisfaisants. Donc, je dirais pour parier un peu sur ce retour de balancier vers des jeux traditionnels qui n'éliminent pas les autres, mais qui reprennent un peu de place, heureusement, dans le foyer familial. Une compagnie comme Hasbro, je pense, a toute sa place dans un portefeuille. Et vous êtes à l'achat, vous êtes boule sur ce titre Hasbro, voilà, avec cet horizon moyen-long terme, bien évidemment, comme toujours, Grégory Volokin.
le président de Mescart Financial Services, le retour du jeu traditionnel, en tout cas Hasbro sur lequel vous êtes positionné donc à l'achat, Grégory, puis Mattel aujourd'hui qui s'envole de 8% grâce à un bond spectaculaire des ventes, ce confinement qui inspire aux parents le retour vers les jouets plus traditionnels, les petites filles qui, faute de voir leurs amis, leurs camarades, ont à nouveau envie de jouer à la poupée. Le retour, la revanche de Barbie donc dans ces ventes annoncées par Mattel, spectaculaire. Le titre gagne 9%, même désormais à 14,10 $ à Wall Street. Merci Grégory. Le CAC 40, lui, gagne toujours pas mal de terrain.